Comment gérer les conflits quand vous êtes déjà débordé, sous pression et que vous devez tout gérer à la fois? C'est une vraie question, parce que soyons honnêtes, gérer un conflit, c'est rarement ce qu'on avait planifié en début de semaine. Et pourtant, que vous soyez à la tête d'une petite entreprise ou d'une petite équipe, ou que vous soyez en train de structurer une entreprise en développement, les tensions arrivent. Parfois lentement et parfois comme une claque. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un pas de côté pour mieux comprendre ce qui se joue dans les conflits et surtout comment répondre avec calme, clarté et respect. Et pour nous éclairer, nous recevons une invitée exceptionnelle, Kariane Leinda, professionnelle du management des talents en entreprise, chasseuse de tête internationale. Elle conseille les dirigeants et les entrepreneurs tels que vous dans la gestion de leurs problématiques liées aux ressources humaines et managériales. Bienvenue dans les aventures de l'entrepreneur, Kariane. Merci Carla, merci à vous de me recevoir. Alors Kariane, comment les entrepreneurs devraient-ils appréhender le poids émotionnel du conflit? Le conflit touche à l'humain, donc forcément à l'émotionnel, et ça, c'est une notion que les entrepreneurs ont tendance à oublier parce que ils vont être concentrés sur l'atteinte de leurs objectifs et ils vont vous dire, écoutez, moi j'ai pas signé pour gérer des disputes, moi je suis pas un psy, moi je veux juste que ça tourne et je veux juste qu'il y ait du chiffre et tout. Mais le conflit, ce n'est pas seulement une dispute, c'est l'accumulation de malentendus, c'est l'accumulation de plusieurs frustrations. Et lorsqu'on porte tout ça sur ses épaules, ça peut devenir lourd. Et certains vont tomber dans la culpabilité. Est-ce que j'ai mal recruté? Est-ce que j'ai pas mal communiqué? Et j'ai envie de dire, c'est normal de ressentir tout ça. Mais ce qui est surtout important, c'est de se dire que le conflit, c'est malaisant, c'est vrai, mais ça attire notre attention parce que c'est un signal d'alerte sur quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'il y a une relation à ajuster ou encore quelque chose à revoir dans l'organisation, qu'on le fait peut-être pas mal, mais qu'on pourrait améliorer. Alors, dites-nous maintenant, Kariane, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs de l'imminence d'un conflit? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut essayer de reconnaître et qui nous permettraient de prévenir la survenue d'un conflit? Bien sûr, il y a des petits signes qui sont très simples. Ça peut être un collaborateur qui devient moins bavard, moins souriant en réunion. Ça peut être des retards inexpliqués. Ça peut être un collaborateur qui médit sur ses collègues en plaisantant. On sent un petit mal-être. On a tendance à penser que ce sont des caprices, mais ce ne sont pas des caprices, ce sont juste des besoins qui ne sont pas entendus. Alors à ce moment-là, c'est important de ne pas laisser évoluer les choses pour ne pas faire éclater de conflit. Un petit veux-tu qu'on en parle? C'est souvent important. Parfois la personne n'est pas disposée à parler maintenant, mais introduire cette conversation permet à la personne de savoir que vous êtes ouverte et qu'au moment où il sera disposé, il pourra venir vers vous pour en parler. Donc, faire attention aux collaborateurs autour de soi et développer une écoute active, ça peut être une solution pour éviter de laisser pourrir ces petits signes. Et là, du coup, en fait, en vous entendant, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le conflit est réellement mauvais? Dans les circonstances généralement d'innovation, on va parler de disruption, on va parler de destruction qui vient des conflits. Est-ce que c'est vraiment négatif d'avoir des conflits? Non, comme je le disais tout à l'heure, le conflit, ça vient nous signaler quelque chose. Et dès qu'on arrive à la phase du conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui a été maltraité dès le départ. Et exprimer une malaisance ou un malentendu arrivé au niveau du conflit, comme je le disais, ça permet de réparer, de recadrer les choses. Si le conflit n'éclate pas, on peut s'enliser dans une situation où on se dit que tout se passe bien et que la collaboration se passe bien alors qu'en réalité, il y a des choses à régler. Et lorsqu'il y a un conflit qui est en train de naître, en général, c'est un salarié qui est moins motivé, un salarié qui est moins impliqué, donc un salarié qui est moins productif. Donc, le conflit
je pense qu'il n'est pas toujours négatif. Ce qui est important, ce qui devient négatif, c'est quand on n'arrive pas à le gérer. Ce qui est positif, c'est quand on arrive à le déceler plus tôt et qu'on arrive à canaliser les choses pour que ça éclate. Super. Alors dites-nous, Karianne, une fois que le conflit a éclaté, qu'est-ce qu'on est supposé faire pour ne pas aggraver la situation? C'est vrai que lorsqu'on est face à une situation de conflit, on a tendance à tomber soit dans le jugement ou dans l'évitement, mais il y a des outils simples qui nous aident à pouvoir résoudre le conflit sans pour autant blesser davantage les personnes qui sont concernées par ce conflit. On a des méthodes telles que la méthode DESC, qui est une méthode de communication assertive qui n'est ni passive ni agressive, mais vraiment c'est le juste milieu pour pouvoir résoudre un conflit entre deux personnes. DESC qui veut simplement dire, le D c'est décrire les faits. Alors lorsqu'on est face à une situation de conflit, il faudrait décrire les faits. Par exemple, lorsqu'on s'adresse à l'autre, ce serait lui dire écoute, j'ai remarqué que tu es intervenu plusieurs fois lorsque je présentais mon projet. Plutôt que de lui dire oui, tu me coupes à chaque fois que je parle. Voilà. Donc c'est vraiment présenter les faits sans juger la personne et sans interpréter en fait les actions de la personne. Donc ça c'est pour le D. Pour le E, c'est exprimer ce qu'on ressent, mais vraiment ce que nous on ressent. C'est pas se dire oui, tu as l'habitude de couper les gens ou tu es mal poli vis-à-vis des gens. C'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, tu es intervenu plusieurs fois lorsque je présentais mon projet. Je me suis sentie contrariée, par exemple. Je me suis sentie vexée. Donc, c'est de dire ce que les faits, en fait, que l'action de l'autre a sur nous. Voilà, simplement. Sans pour autant le juger, sans interpréter cette action-là, sans pour autant lui dire que je sais que tu fais ça parce que. Non, c'est ce que je ressens lorsque tu fais ça. Et donc, ça, c'est pour le E. Et on a le S qui est de suggérer une solution. Voilà. Est-ce que, pour ce cas-là, on pourrait par exemple se dire, est-ce que la prochaine fois, tu pourrais par exemple prendre des notes lorsque je suis en train de faire ma présentation pour attendre à la fin avant de me faire tes remarques plutôt que de me couper. Voilà. Là, on propose la solution parce que ce n'est pas juste faire le reproche à la personne et puis voilà, vraiment proposer une solution. Et ça, c'est pour, je disais, DESC, donc on a eu le D, le E, le S, et le C, enfin, c'est une conclusion. La conclusion, ce serait se dire, ben écoute, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la solution que je viens de te proposer? La personne en face ne sera pas forcément réceptive, mais il voit bien que vous essayez de trouver une solution, vous essayez de prendre en compte son avis. Vous n'imposez pas la solution, mais vous prenez aussi son avis pour savoir comment trouver en fait un terrain d'entente. Donc, c'est une solution qui est très simple, qui est adaptée plutôt à des petites équipes, mais qui permet de solutionner des conflits lorsqu'on a des personnes assez ouvertes et qui veulent vraiment aller de l'avant. Donc, aller de l'avant. De ce que je comprends, ça m'a l'air d'être une méthode vraiment idéale quand on est dans un rapport de force équivalent, c'est-à-dire que collaborateur à collaborateur. Maintenant, de patrons et surtout des entrepreneurs en Afrique qui ont tendance à être hyper autoritaires, enfin, c'est vrai, ça a l'air d'être négatif, mais ça l'est pas, c'est leur style de leadership, on fait avec. Est-ce que ce serait une méthode adéquate pour eux également? Alors, si on est en train de parler du collaborateur vers son supérieur hiérarchique, à ce moment-là, ce que je suggère, c'est ce n'est pas interdit de parler à son supérieur hiérarchique. Il y a la méthode, il y a la méthode à adopter, il y a le contexte et il y a le moment pour aborder le sujet. Alors, la personne en face de toi va tout de suite se braquer si tu lui fais une remarque devant d'autres personnes. Donc, la première chose à faire lors d'une résolution de conflit, c'est vraiment, si c'est entre deux personnes, il faut être à deux pour s'exprimer. Quelqu'un sera moins vexé que tu lui dises, écoute, je trouve que tu es, par exemple, agressif dans tes propos, ou je trouve que tu es rabaissant dans tes propos si tu le lui dis à deux, plutôt que si tu le lui dis devant plusieurs personnes.
Donc, la première chose à faire, c'est vraiment isoler la personne et se le dire à deux. Ensuite, il faut choisir le moment. Donc, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de pression, c'est courir. Alors, si tu ne choisis pas bien le moment et que tu vas dire à ton boss que tu n'es pas d'accord avec la manière dont il te traite, alors que lui, il est en train d'essayer de faire entrer de l'argent dans les caisses, ou encore que tu viens de faire une connerie, c'est clair que ça va pas passer. Il faut attendre un moment qui soit plutôt détendu, un climat calme, d'accord, de confiance. Là, ça implique le fait de devoir prendre sur soi. Peut-être pendant un moment, avant de pouvoir venir introduire la conversation, trouver le bon moment pour le faire. Alors, la méthode DESC, pourquoi ça marche? Parce que déjà, ça permet de responsabiliser des personnes qui sont concernées par le conflit. Ça permet de dire ce qui ne va pas sans blesser la personne, sans accuser. Ça permet de solutionner le problème sans pour autant casser la relation. D'accord. Vu qu'on se trouve dans un contexte dans lequel de toute façon le conflit est inévitable, c'est vrai que utiliser ce genre de méthode permettrait de pacifier et d'assainir un petit peu l'ambiance de travail, et c'est possible même quand on est entrepreneur ou avec des petites équipes, si on comprend bien. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est une méthode qui est, je le disais tout à l'heure, idéale même pour les petites équipes, parce que dans une entreprise à taille humaine, ça va être plus facile d'aller échanger que si j'ai une entreprise de 150, 200 collaborateurs. C'est difficile de résoudre des conflits comme ça. Là, on va aller sur d'autres méthodes. Et vu que notre cible, ce sont les entrepreneurs aujourd'hui, on va leur partager ces petits trucs. D'accord. C'est super. Merci beaucoup pour cette édification. Maintenant, disons qu'on a traversé une situation de conflit, que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire c'est cassé, il y a eu des blessures ou pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne se reproduise pas? Plusieurs choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que une entreprise saine, ce n'est pas une entreprise où il n'y a pas de conflit. Donc, tu sais qu'il y a l'humain, il y aura toujours le conflit. Okay. Par contre, on peut dire qu'une entreprise saine, c'est une entreprise, on peut en parler. S'il y a un conflit, on peut en parler. Alors, on peut mettre en place de petits mécanismes simples, comme faire un tour de table mensuel pour dire ce qui a marché ce mois-ci, ce qui a moins marché, ce qui a été plus difficile. Ça permet à chacun de s'exprimer, ça permet aux gens de délier les langues et surtout de dénouer les nœuds. Ça peut être un feedback croisé, c'est se dire entre membres de l'équipe la qualité que j'apprécie chez l'autre et peut-être l'attente que j'ai vis-à-vis de l'autre. Alors, ce n'est pas le moment pour juger ou pour un règlement de compte, non. Mais vraiment, vous savez, on est plus enclin à dire ce qu'on reproche aux autres plutôt que de leur dire ce qu'on apprécie chez eux. Donc, c'est un très bel exercice parce que ça permet aux gens de savoir apprécier, d'accord, les autres. Et la personne qui est appréciée, ça lui permet de savoir quel est son atout et de savoir qu'il peut continuer à travailler dessus parce que ça fait du bien à l'équipe. Mais aussi, les attentes des autres vis-à-vis de lui, ça lui permet de s'améliorer. Voilà. C'est pas lui dire oui, mais je trouve que il fait pas ci, non. C'est ce que moi j'attends où je pense que on pourrait encore mieux communiquer si il prenait du temps pour m'écouter, par exemple. Voilà. Donc il y a ça. Ça peut être des bilans à froid après les conflits. Et surtout, développer des activités en équipe à l'intérieur où on permet aux uns et aux autres, ça peut être des séances de travail ensemble, mais ça peut être aussi vraiment des exercices décontextualisés qui permettent aux gens de partager des choses et de tisser, de créer du lien qui permet d'oublier les conflits intérieurs. Ce sont des pratiques qui sont efficaces, qui peuvent être simples. On n'a pas besoin de gros budgets, on n'a pas besoin de grosses logistiques. Wow. Et ça permet à chacun de pouvoir faire entendre sa voix et de se sentir considéré au sein de l'équipe. Parce que l'une des plus grandes raisons des conflits, c'est le conflit n'éclate pas parce qu'il y a eu une attaque forcément. Le conflit éclate parce qu'il y a un mal-être
de la part de quelqu'un. Et généralement, ça peut être quelqu'un qui se sent mis à l'écart, quelqu'un qui ne se sent pas suffisamment considéré. C'est quelqu'un dont on ne comprend pas la manière de communiquer et de collaborer. Donc, voilà, la communication à ce moment-là, elle est très importante. Et quelque part aussi, c'est, je pense, un bon moyen d'établir les bases d'une culture d'entreprise. Tout à fait, parce que ce qui est important lorsque on intègre des personnes dans notre projet, c'est que on doit leur communiquer une vision claire et des principes clairs de ce qu'on veut faire. Mais on ne doit pas seulement le leur communiquer, on doit le vivre. Donc, les valeurs de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on doit au quotidien intégrer dans nos activités, dans notre manière de travailler. Et si on recrute un collaborateur qui épouse notre culture d'entreprise et que finalement on en a 2, 3, 4, 5 qui ont la même culture et qui épousent les mêmes valeurs, parce que je dis souvent aux gens, travailler pour une start-up ou suivre un entrepreneur, c'est se dire, écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de son projet et j'ai dit, OK, je prends l'engagement de te suivre et de t'accompagner. Ça veut dire, je m'engage à comprendre ta vision, suivre cette vision-là et suivre la direction que tu as envie de donner à ton projet et les valeurs que tu as envie d'inculquer autour. Donc, c'est très important les valeurs parce que ça permet de fédérer l'équipe. On peut avoir des éducations différentes, on peut avoir des caractères différents, mais si on épouse les mêmes valeurs, on arrive à suivre les mêmes objectifs, on aura difficilement des conflits au sein d'une équipe. Et effectivement, même dans un précédent épisode, on a traité d'une thématique de ce genre, où justement je disais, vous ne pouvez pas en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas la force d'engager quelqu'un qui ne vient que pour un salaire. Vous avez besoin de personnes qui partagent votre vision, qui ont envie d'apporter une solution, donc de suivre la problématique que vous résolvez et qui vont pouvoir vous soutenir. Bien sûr, cette personne sera rémunérée, mais avez besoin de soutien à cette étape-là. Tout à fait. Si quand on arrive à cette étape, on va toucher à la question de comment recruter le bon collaborateur en tant qu'entrepreneur qui peut peut-être faire l'objet d'une autre rencontre, mais c'est vraiment se dire, c'est pas juste une compétence qu'on cherche, c'est une personnalité, c'est un engagement parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on cherche pas quelqu'un qui recherche juste un salaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de se donner et de nous accompagner dans ce qu'on a envie de faire. Donc, la question de qui recruter, surtout quand on est entrepreneur, ce n'est pas juste une fiche de poste avec des compétences techniques et un niveau d'études. Donc, recruter le bon collaborateur en tant qu'entrepreneur, ça c'est une question très importante. Après, on va parler de l'intégration et tout. Et ça aussi c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on va inculquer les valeurs de l'entreprise. Et si ça, au début, c'est raté, bien sûr, il y a des moyens pour rattraper, mais je pense que c'est primordial. Ouais. C'est super. Merci beaucoup, Madame Kariane. Mais c'est moi qui vous remercie.